voudrais être une mémé un jour à la campagne avec mes fruits, mes arbres et ma fille et vivre. Voici le dernier moment de Romy Schneider. Ce soir-là, dans un appartement calme de la rue Barbet de Jouy, à Paris, elle s'assit seule à sa table. Il est environ minuit. La journée a été longue mais ordinaire. Elle a dîné avec des amis, ri peu, être ou simplement écouter. En rentrant, elle s'est installée, comme souvent, devant cette petite table en bois clair où elle écrivait. Elle voulait rédiger un mot, une excuse polie à un journaliste, pour une interview qu'elle ne donnerait finalement pas. Mais l'encre du stylo s'interrompt en plein élan. La ligne se brise au milieu de la page. Quelques heures plus tard, son compagnon la retrouve affaissée dans le fauteuil du salon. La télévision est encore allumée. Sur la table, un verre à moitié vide. Et ce silence. Ce silence, si dense qu'il semble avoir tout absorbé. Romy Schneider n'a pas eu besoin d'une grande scène pour dire adieu. Elle est partie comme elle a vécu, avec pudeur, avec intensité, avec douleur. Aucun cri, aucun geste spectaculaire. Juste cette impression que la vie, d'un coup, a choisi de faire demi-tour. Elle avait 43 ans. Mais dans ses yeux, dans sa voix, dans sa manière de jouer, il y avait depuis longtemps la fatigue d'un siècle. Depuis presque un an, elle survivait à une absence insoutenable. Celle de son fils David, mort à l'âge de 14 ans dans un accident aussi absurde qu'implacable. Depuis ce jour, elle n'était plus vraiment là. Elle avait recommencé à tourner, à sourire, à parler de projets. Mais c'était surtout pour tenir debout, pour ne pas tomber. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo n'est pas une simple biographie. Ce n'est pas une rétrospective, ni un hommage figé. C'est une tentative, fragile et sincère, de retracer l'histoire d'une femme dont la lumière n'a jamais été aussi forte que lorsqu'elle était traversée d'ombre. Une femme devenue star trop tôt, prisonnière d'une image trop étroite. Une actrice qui s'est battue pour se libérer, pour se redéfinir, pour exister autrement que dans les contes de fées. Romy, c'est Sissi et c'est bien plus. C'est Paris, c'est Visconti, c'est Claude Sautet. C'est Delon, c'est David. C'est l'amour, la douleur, la solitude et ce regard immense qui disait toujours plus que les mots. Mais c'est aussi une énigme. Car comment expliquer qu'une femme aussi admirée, aussi talentueuse, aussi célébrée, ait pu s'éteindre dans une nuit sans témoin, sans vacarme, sans personne pour l'arrêter? Pourquoi personne n'a vu venir ce point final? Pourquoi n'a-t-on su écouter ce que ces silences hurlaient depuis si longtemps? Derrière la beauté, derrière les récompenses, il y avait une détresse, une faille, un cri muet. Et peut être que ce dernier instant n'était pas un accident. Peut être n'était-ce pas une chute, mais une reddition, une lassitude trop lourde. Nous allons vous raconter cette histoire, pas à pas. En remontant aux origines, à l'enfance sans jeu, à la carrière imposée, aux amours passionnels, aux fuites, aux succès éclatants et aux fractures invisibles. Nous parlerons d'une mère trop présente, d'un fils trop vite parti, d'un monde trop bruyant pour entendre le silence d'une femme. Et nous tenterons, ensemble, de comprendre ce qui s'est vraiment joué dans cette nuit de mai. Pas pour juger, pas pour expliquer, mais pour ne pas oublier. Car certaines vérités ne se crient pas. Elles se chuchotent, à condition d'avoir encore quelqu'un pour les écouter. On la croyait née pour les projecteurs, née dans le velours rouge des salles de cinéma et le scintillement des flashs. Mais la vérité est plus trouble. Romy Schneider est née le 23 septembre 1938 à Vienne, dans une Autriche déjà rongée par la montée du nazisme. Elle porte un nom à rallonge, Rosemarie Magdalena Halbach, qu'on raccourcira plus tard pour le glamour et la postérité. Ses parents sont tous deux acteurs. Son père, Wolf Halbach-Retty, est une figure du théâtre germanophone. Sa mère, Magda Schneider, est une vedette du cinéma populaire allemand des années 30. Dans ce décor bourgeois, élégant et rigoureusement cadré, l'enfance de Romy n'a jamais été une promesse de douceur. À l'âge de 4 ans, ses parents se séparent. Le père s'efface, la mère s'impose. Magda devient à la fois la tutrice, l'agente, la metteur en scène de la vie de sa fille. Elle contrôle tout. L'éducation, les choix d'école, l'alimentation, les amitiés, les lectures et bientôt la carrière. Romy est façonnée comme un projet.
une extension de la gloire passée de sa mère. Très jeune, elle est envoyée dans des pensionnats catholiques stricts. À Goldenstein, en Bavière, la discipline est de fer. Les émotions sont suspectes, les gestes tendres rares. Elle apprend à sourire sans trop parler, à se tenir droite, à obéir. Dans son journal intime, qu'elle tiendra toute sa vie, elle écrit à l'âge de 12 ans « J'aimerais pleurer, mais je ne peux pas. Ma mère ne comprendrait pas. » C'est là, dans ce silence émotionnel, que naît la petite fille parfaite, celle qu'on applaudira bientôt sans entendre ce qu'elle tait. À 15 ans, Magda l'impose au cinéma. Romy fait ses premiers pas à l'écran dans « Quand refleuriront les lilas blancs », une comédie sentimentale typiquement allemande. Le public est charmé par son visage angélique, sa diction douce, sa gestuelle pleine de grâce. Mais Romy, elle, ne comprend pas encore ce qui se joue. Elle ne joue pas. Elle répète. Elle exécute. Ce n'est pas son rêve, c'est celui de sa mère. Et pourtant, très vite, l'industrie s'emballe. Elle devient la jeune actrice la plus demandée d'Allemagne. Le tournant décisif arrive en 1955. Romy a 10 à 7 ans. On lui propose d'incarner l'impératrice Élisabeth d'Autriche dans un film historique. Si, elle accepte. Le film est un succès colossal, un raz-de-marée culturel. L'Europe redécouvre avec émotion le destin romancé de l'impératrice Sissi, et la comédienne qui la joue devient une idole instantanée. Pendant 3 ans, elle incarne ce rôle dans une trilogie qui marque des générations entières. Elle devient le visage d'une époque idéalisée, d'une Autriche romantique, pure et lumineuse. Les affiches fleurissent, les poupées à son effigie se vendent par milliers. Les journaux la surnomment la fiancée du peuple. Elle est l'incarnation de la douceur, de l'innocence, de la féminité sage. Mais derrière cette image se creuse un gouffre. Car Romy ne se reconnaît pas dans cette icône. Elle se sent prisonnière d'un rôle, d'une image figée. On ne lui propose plus que des personnages dociles, élégants, sans aspérité. Elle est étiquetée, enfermée. Les producteurs refusent qu'elle coupe ses cheveux. Sa mère gère ses contrats, sa garde-robe, ses interviews. Elle est un produit, parfait, inoffensif, éternellement jeune. Pourtant, en elle, un vent nouveau se lève. Elle veut fuir, explorer, parler une autre langue, tourner un autre cinéma. Et c'est à Paris, en 1958, que tout commence à basculer. Elle est alors engagée pour jouer dans le film Christine, adaptation française d'une pièce viennoise. Sur le plateau, elle rencontre un jeune acteur encore peu connu en France, Alain Delon. Il est l'opposé d'elle. Insolent, libre, intuitif. Il la trouble, il l'attire. Entre eux, c'est immédiat. Romy découvre une manière d'exister qui ne passe pas par l'obéissance. Elle sent que sa vie peut lui appartenir. Contre l'avis de sa mère, elle quitte l'Allemagne. Elle abandonne son statut d'idole. Elle s'installe à Paris, sans parler la langue, sans attache, avec pour seule boussole l'envie d'exister autrement. C'est un geste de rupture, un acte fondateur. Romy naît une seconde fois, mais cette fois, dans le désordre, dans l'inconnu. Elle a 20 ans, et elle recommence tout à zéro. Mais cette renaissance n'est pas immédiate. En France, on la regarde avec distance. Elle est encore, dans les yeux de beaucoup, la Sissi allemande. Elle doit tout prouver. Elle apprend le français, prend des cours, lit Molière, Racine, Beckett. Elle veut comprendre ce pays qui ne l'adopte pas tout de suite. Elle veut le mériter. La rencontre avec Luchino Visconti lui offre une chance inespérée. Le grand maître italien voit en elle ce que les autres refusent de regarder. Une actrice brute, profonde, bouleversante. Il la dirige au théâtre. Elle monte sur scène, elle vacille, elle explose, elle impressionne. Romy Schneider cesse d'être une image. Elle devient une interprète, une actrice de chair et de nerfs. Peu à peu, le cinéma français s'ouvre à elle. Elle enchaîne les tournages exigeants. La piscine, les choses de la vie, Max et les ferrailleurs. Une histoire simple. Elle impose un nouveau visage, celui d'une femme moderne, complexe, à la fois forte et vulnérable. Le public la découvre autrement et l'aime plus encore. Mais cette conquête a un prix, car plus elle se donne à son art, plus elle se vide intérieurement. Derrière la beauté, la maîtrise,
Il y a une faille que personne ne voit encore. Une blessure qu'aucun César ne viendra réparer. Quand elle s'installe à Paris à la fin des années 50, Romy Schneider n'a que 20 ans. Elle laisse derrière elle un pays, une langue, une mer envahissante et une image dont elle ne veut plus. Ce geste, aussi audacieux soit-il, n'est pas une fuite. C'est une rébellion, un saut dans le vide. Avec Alain Delon, elle découvre la liberté. Une liberté parfois brute, parfois violente, mais toujours vivante. Pendant 5 ans, ils forment un couple magnétique passionnel admiré. Ils sont beaux jeunes mystérieux. Ils incarnent une nouvelle ère du cinéma européen, celle où les contes de fées se frottent au réel. Mais comme souvent, l'intensité a un prix. En 1964, après des fiançailles très médiatisées, Delon la quitte brusquement. Une lettre laissée sur une table. Aucun au revoir, aucun mot. Il part pour rejoindre une autre femme qu'il épousera quelques semaines plus tard. Pour Romy, c'est un séisme. Ce n'est pas seulement un amour qui s'effondre, c'est un repère, une confiance, une projection d'avenir. Elle sombre dans une dépression silencieuse. Mais elle ne disparaît pas. Elle retourne au travail, encore plus fort, encore plus déterminée. À partir de là, chaque rôle devient une catharsis. Elle ne joue pas, elle vit. Elle saigne à l'écran. Elle met sa douleur au service de l'émotion. Les cinéastes le sentent. Claude Sautet, notamment, capte cette intensité rare. Ensemble, ils bâtissent une filmographie d'une profondeur bouleversante. Les choses de la vie Max et les ferrailleurs César et Rosalie. Une histoire simple, à chaque film, Romy creuse davantage. Elle devient la femme que la France attendait. Moderne, forte, vulnérable, insaisissable. Mais derrière cette ascension, sa vie personnelle reste chaotique. En 1966, elle épouse Harry Meyen, un acteur allemand. Ensemble, ils ont un fils, David. Pendant quelques années, elle essaie de concilier sa vie de mère avec sa carrière. Mais les tournages s'enchaînent, les absences aussi. La relation avec Meyen s'étiole. Ils divorcent en 1975. Peu après, elle se remarie avec Daniel Biasini, son ancien secrétaire. Elle donne naissance à une fille, Sarah. Mais là encore, le bonheur est fragile. Le couple se déchire, les tensions s'accumulent. À l'écran, Romy brille de 1000 feux. À l'intérieur, elle vacille. Elle dort peu. Elle boit. Elle fume sans relâche. Elle prend des somnifères pour dormir, des excitants pour tenir. Elle ne s'écoute plus. Son corps donne des signes d'alerte. Mais elle continue. Toujours. Car arrêter serait admettre la chute. Et elle ne veut pas. Pas encore. Mais en juillet 1981, la vie ne lui laisse plus le choix. David, son fils âgé de 14 ans, passe quelques jours chez ses grands-parents. En tentant de grimper le portail, il glisse. Un des piquets de fer forgés le transperce au ventre. Transporté d'urgence à l'hôpital de Saint-Germain-en-Laye, il succombe à une hémorragie interne. Romy n'est pas là. Elle tourne un film en Allemagne. Quand elle apprend la nouvelle, une partie d'elle meurt aussi. Ce drame est un point de non-retour. La douleur est telle qu'elle efface tout le reste. Les films, les amours, les regrets. Elle se terre, elle pleure, elle ne mange plus, ne parle plus, ne dort plus. Elle garde les affaires de David intactes, comme s'il allait revenir. Elle relit ses lettres, regarde ses photos. Le monde continue de tourner, mais elle reste figée dans ce mois de juillet. Et pourtant, à la surprise de tous, elle revient devant la caméra. La passante du Sans Souci film engagé qu'elle a elle-même voulu devient son dernier projet. Elle y incarne une femme marquée par le deuil, la violence, l'exil. Le parallèle avec sa propre vie est frappant. Le tournage est éprouvant. Certaines scènes sont insoutenables. Mais elle s'accroche. Elle veut aller au bout. Comme un testament, comme un adieu. Mais son corps dit stop. Quelques mois plus tard, elle doit subir l'ablation d'un rein. Sa santé se dégrade. Elle refuse les traitements lourds. Elle refuse d'être surveillée, soignée, limitée. Elle veut continuer à vivre comme avant. Mais ce avant n'existe plus. La solitude l'envahit, le manque, la fatigue. Elle s'éloigne, s'isole. Certains jours, elle parle encore d'avenir, d'une maison à la campagne, d'un film avec Delon. Mais ce ne sont que des esquisses, des illusions fragiles. Le 28 mai 1982, elle rentre chez elle après un dîner. Elle rit peu, elle sourit. Elle dit qu'elle va bien. Et dans la nuit, tout s'arrête. Le 29 mai 1982, Paris s'éveille lentement.
Dans un appartement discret de la rue Barbet de Jouy, situé dans le 7e arrondissement, une lumière reste allumée plus longtemps que d'habitude. C'est là que Romy Schneider vivait depuis quelques mois dans ce lieu prêté par un ami producteur, en attendant de pouvoir emménager dans une maison à la campagne qu'elle avait récemment achetée. Un havre qu'elle n'habitera jamais. Ce matin-là, son compagnon Laurent la découvre affaissée dans un fauteuil du salon. La télévision est encore en marche. Une feuille de papier repose sur la table avec quelques lignes inachevées. Une phrase suspendue. Un trait interrompu. Les secours sont appelés immédiatement. Mais il est déjà trop tard. Le médecin qui constate le décès note une mort naturelle. Arrêt cardiaque. Aucun signe de violence. Aucun message d'adieu. Aucun flacon vide à proximité. Officiellement, rien ne permet de parler d'autre chose. Pourtant, très vite, les rumeurs se répandent. Trop d'antécédents, trop de douleurs accumulées, trop d'épuisement. Certains murmurent un suicide déguisé. D'autres évoquent une overdose accidentelle. Mais ces hypothèses ne seront jamais confirmées. Aucune autopsie ne sera pratiquée. Le juge d'instruction sensible à l'icône que représentait Romy pour le public français refusera de l'imposer. Ce refus à lui seul en dit long. Romy Schneider n'était pas seulement une actrice. Elle était une mémoire vivante, une légende en chair et en faille. Et le pays, comme ses proches, n'était pas prêt à voir son corps disséqué ni sa fin réduite à un rapport médico-légal. Ce qui s'est passé cette nuit-là restera à jamais enveloppé de brume. Ce que l'on sait, c'est que Romy allait mal. Depuis longtemps, et plus encore depuis la mort de David. Depuis juillet 1980, un elle n'était plus tout à fait là. Le deuil avait laissé en elle une brèche béante. Elle se disait fatiguée, vidée. Certains jours, elle parlait de nouveaux projets, d'un film avec Alain Delon, d'un jardin d'un avenir plus doux. D'autres jours, elle restait allongée des heures entières, fixant une photo de son fils accrochée au mur. Dans l'appartement, elle gardait encore ses affaires rangées avec soin, comme si David allait franchir la porte à tout moment. Quelques semaines avant sa mort, elle avait rédigé un testament à Zurich. Tout ce qu'elle possédait, peu de choses matérielles, était destiné à Laurent et à sa fille Sarah. Pas de maison, pas de voiture, pas d'économie. Romy n'avait rien accumulé. Tout ce qu'elle avait donné, elle l'avait donné à l'écran. Dans ses rôles, dans ses silences, dans ses larmes vraies devant la caméra. Elle ne jouait pas, elle se donnait. Le jour de ses obsèques, il n'y eut ni flash, ni foule immense. La cérémonie se déroula dans la plus stricte intimité, dans le petit cimetière de Boissy, sans avoir dans les Yvelines. C'est Alain Delon qui choisit l'épitaphe à David et sa maman réunie pour l'éternité. Car Romy ne fut pas enterrée seule. Selon sa volonté, le cercueil de David fut déplacé et mère et fils reposent désormais côte à côte dans une tombe simple fleurie presque chaque jour depuis plus de 40 ans. Autour de cette fin, beaucoup de questions demeurent. A-t-elle vraiment renoncé? Ou bien était-ce simplement une fatigue trop lourde? Est-ce la vie qui l'a quittée ou elle qui a cessé de se battre? Officiellement, personne ne pourra jamais répondre. Mais dans les silences de cette dernière nuit, dans la ligne inachevée de sa lettre, dans l'inaction des secours trop tardifs, dans la valise restée fermée, près de la porte, quelque chose semble dire que Romy peut-être avait déjà commencé à partir bien avant le 29 mai. Le plus bouleversant peut-être ce sont ces petits détails. Une photo de David encadrée posée sur une table basse. Un flacon discret dans une armoire. Des lettres qu'elle n'avait jamais envoyées. Et ce cahier noir fermé dans lequel elle avait pour habitude d'écrire ce qu'elle n'osait dire à personne. Un mot y aurait été retrouvé depuis la mort de mon fils, il n'y a plus de Romy. Il n'y a que du vide. Une phrase simple, terrible, sincère. Ce vide, on le retrouve dans son dernier film, La passante du sans souci, sorti quelques semaines avant sa mort. Une œuvre grave tendue hantée. Romy y joue une femme marquée par le chagrin, poursuivie par les fantômes. Le film, salué par la critique, est accueilli par le public comme un cri d'adieu. La dernière image, figée dans une lumière blanche, montre Romy immobile, le regard vide, le souffle suspendu. Beaucoup y verront une prémonition, d'autres une coïncidence. Mais tous s'accordent jamais, elle n'a été aussi vraie. Aussi nue, aussi proche du bord. Après sa mort, les hommages furent nombreux, tardifs souvent. Plein d'émotions mais aussi d'incompréhension. Comment une femme aussi admirée,
Aussi talentueuse, aussi essentielle à l'histoire du cinéma français, avait-elle pu sombrer ainsi sans que personne ne l'empêche? Était-elle trop fière pour demander de l'aide? Ou le monde était-il simplement trop occupé pour écouter? Romy Schneider n'était pas une actrice ordinaire. Elle n'était pas faite pour les compromis. Elle a grandi dans un moule qu'elle a voulu briser. Elle a aimé sans barrière, souffert, sans protection, créé, sans filtre. Elle a tout donné. À l'écran, à la vie. Et c'est peu être cela qui la rend si inoubliable. 40 ans plus tard, sa tombe est toujours fleurie. Pas par des fans hystériques, mais par des inconnus. Des femmes, des hommes, des enfants qui viennent lui dire merci pour un film, un regard, une émotion, un reflet d'eux-mêmes qu'ils n'avaient jamais su nommer. Peut-on vraiment comprendre ce qui a conduit Romy Schneider à cette nuit silencieuse du mois de mai? Peut-on même, en retraçant chaque étape de sa vie, espérer percer ce mystère si dense qu'elle a emporté avec elle? Peut, être, pas. Mais ce que l'on peut faire, c'est observer avec tendresse et lucidité le fil tendu de son existence. Romy Schneider a été une enfant programmée pour plaire, une jeune femme sculptée pour briller, une actrice admirée pour sa grâce, sa vérité, sa douleur offerte à la lumière. Mais à force de se donner sans jamais poser de limites, elle s'est peu à peu effacée elle-même. Elle n'a jamais su tricher, elle n'a jamais su jouer comme si. Lorsqu'elle pleurait à l'écran, c'était souvent pour de vrai. Lorsqu'elle souriait, c'était souvent malgré elle. Chaque rôle a creusé en elle une trace. Chaque tournage a été un fragment d'elle qu'elle n'a jamais récupéré. Et pourtant, elle aurait pu s'arrêter. Elle aurait pu dire non, prendre du recul, revenir plus tard. Mais Romy n'était pas faite pour la demi-mesure. Elle voulait tout vivre, même le vertige, même l'effondrement. Elle voulait aimer jusqu'à se perdre jouer, jusqu'à s'épuiser, être mère sans mode d'emploi, être femme sans compromis. Ce que cette trajectoire révèle, c'est aussi un monde qui applaudit l'émotion, mais fuit la fragilité. Un système qui célèbre les icônes, mais ne prend pas soin des êtres. Une époque qui préfère la beauté maîtrisée à la douleur assumée. Romy, elle a refusé d'être domptée. Elle a traversé la vie avec les armes qu'elle avait, sa sincérité, son courage, sa solitude. Et c'est peu être cela qui la rend si proche de nous. Elle n'était pas parfaite. Elle était vivante, excessive, humaine, trop humaine, diront certains. Pas assez protégée, diront d'autres. Mais au fond, ce qu'elle cherchait, ce n'était pas l'approbation. C'était la paix. Alors aujourd'hui, quand on regarde ses films, quand on entend sa voix, quand on croise son regard figé dans une lumière d'époque, on ne peut s'empêcher de se demander « Et vous, qu'en pensez-vous ? Ce destin aurait-il pu être différent ? Certains adieux ne font pas de bruit. Ils ne s'annoncent pas, ne s'écrivent pas. Ils glissent entre les heures, s'accrochent au silence et s'installent doucement dans la mémoire. L'adieu de Romy Schneider fut de cela. Discret, presque invisible, mais chargé d'une tendresse immense, comme si la vie elle-même, à bout de souffle, lui avait murmuré qu'il était temps. Elle aurait pu vivre 100 ans. Devenir cette vieille dame qu'elle rêvait d'être entourée de livres de rires d'enfants, de silences choisis. Elle aurait pu s'éloigner des projecteurs, cultiver ses fleurs, raconter ses souvenirs et sourire en regardant passer le temps. Mais elle était faite autrement. Elle appartenait à l'intensité, aux brûlures du cœur, à l'urgence d'exister. Dans ses films, elle a tout donné, pas seulement son talent, mais ses failles, ses blessures, sa lumière intérieure. Elle a incarné des femmes qui doutent, qui aiment trop fort, qui tombent, qui se relèvent à peine. Et dans chaque regard de Romy, il y avait ce quelque chose d'infiniment vrai. Une tristesse douce, une tendresse désarmée, une vérité qu'on ne sait plus jouer aujourd'hui. Son dernier plan dans La Passante du Sans-Souci, la montre immobile baignée d'une clarté blanche presque irréelle. Certains y ont vu un adieu, d'autres un simple rôle. Mais dans la lumière de cette scène, il y a plus qu'un personnage. Il y a une âme qui se retire doucement sans fracas. Aujourd'hui encore, dans le petit cimetière de Boissy, sans avoir une tombe simple, abrite son nom. À ses côtés, celui de David. Une mère et son fils réunis enfin là où plus rien ne peut les séparer. Pas même le chagrin, pas même le temps. Les fleurs ne manquent jamais. Il y a toujours une main discrète pour en déposer. Une pensée, un merci. Ce que Romy nous a laissé ne s'efface pas. Ce n'est pas une filmographie,
Ce n'est pas une légende, c'est une émotion, une trace sur la peau, une voix qui tremble dans nos mémoires. Elle n'a pas cherché à être immortelle, elle l'est devenue malgré elle, et peut être, est cela la plus belle forme de souvenir. Ne pas briller éternellement, mais toucher profondément, juste assez pour que 40 ans plus tard, on parle encore d'elle comme d'une étoile tombée sans bruit, mais dont la lumière continue d'éclairer ce que nous n'osons pas toujours regarder.